proposons un portrait d'auteur avec Monsieur Michel Dufour. Donc un portrait d'auteur, ce n'est pas une hagiographie de l'auteur, non, c'est bien voir avec cet auteur, donc Monsieur Dufour, un cheminement professionnel pour aider, au cas échéant, les étudiants, les jeunes professionnels, mais aussi les professionnels, à eux aussi construire leur propre cheminement professionnel. Donc bonjour Monsieur Dufour. Bonjour. Alors, quel est le point de départ de votre carrière professionnelle? Comment l'analysez-vous? Ma foi, je ne vais pas trop me raconter, mais enfin, vous me posez la question, donc effectivement, je pense qu'on vient toujours de quelque part, et en l'occurrence, j'avais des parents, j'avais une mère qui était une femme qui était très enthousiaste, très dynamique, très altruiste, très, très pieuse, et toujours en action en quelque sorte, notamment elle faisait beaucoup de dessins, c'était son violon d'Ingres, et puis dans le relationnel également, parce qu'elle avait des activités caritatives. Mon père, c'était l'inverse, c'était un homme du Nord, elle était du Midi, lui, c'est un homme qui était très réservé, dans l'humour au second degré, très avare de ses mots. Il était un peu impressionnant, mais il était affectueux et c'est ce que je voyais. Donc ça, c'était un peu leur éclairage. Et puis le résultat de tout ça, enfin le résultat, c'est pas le résultat, mais la convergence, c'est que tous les deux avaient des problèmes de dos qui les faisaient souffrir, et donc ils allaient voir à l'époque, c'était un espèce de rebouteux, moitié kiné, et je les accompagnais. Et j'étais émerveillé de voir qu'on pouvait faire du bien avec ses mains et avec un petit peu de psychologie. Ça m'avait vraiment impressionné. Le démarrage, c'est ça. Hein. Comme au lycée, je suis toujours d'ailleurs d'une nature extrêmement rêveuse et flemmarde, ce que les étudiants ont du mal à croire, mais c'est pourtant vrai, ça je vous l'assure. Bon, évidemment, j'ai raté mon bac. Il n'y a pas de secret, quand on ne travaille pas, on peut avoir de bons résultats. Mais à l'époque, les études de kinésithérapie n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant, ça ne durait que 2 ans. Vous vous rendez compte? Et il y avait, pour ceux qui n'avaient pas le bac, il y avait un concours d'entrée que j'ai réussi parce que là, j'étais motivé, ça m'a plu. Et j'ai démarré kinésithérapie. Alors, il faut dire que leur bouteux que connaissaient mes parents leur avait dit, si votre fils veut faire de la kinésithérapie, il faut qu'il aille chez Dolto. C'était la référence. Et donc, je me suis engagé là-dedans. Et je me suis engagé avec fougue, avec vraiment une passion. Et pendant 2 ans, c'est court, mais je me suis mis à travailler comme j'avais jamais travaillé et sans avoir l'impression de travailler. Je veux dire, je le faisais, c'était un plaisir. Quand je vois que les étudiants maintenant, ils font ça en croulant sous le labeur parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils font souvent, ils n'ont pas la motivation au départ, ils n'ont pas la passion, quoi. Donc ça, c'est peut-être ce qui m'a marqué, c'est que j'ai pu démarrer de façon assez passionnée, un peu inconscient, parce que du coup, on croit que le monde attend que vous pour être guéri de tous ces maux. Mais ça m'a permis donc de réussir ces études de kinésithérapie, bien réussi, parce que j'étais très honoré du classement que j'ai eu au diplôme d'État. Et vous étiez dans l'école de Dolto? Absolument. Ah d'accord, très bien. Effectivement, il faut en dire un mot peut-être. C'est pas du passéisme, hein. C'est un homme qui a toujours son actualité. Malheureusement, il est peu connu parce que c'est un homme qui n'a jamais fait de méthode Dolto. Il n'y en aura jamais, ça serait antinomique avec son enseignement. C'est quelqu'un qui avait l'amour de la profession. Il nous disait d'ailleurs, et on ne le comprenait pas, il nous disait, si vous voulez venir ici pour passer votre diplôme, foutez le camp, allez ailleurs. Moi ici, je vous apprends le métier. C'était l'art pour l'art, et les examens, il ne voulait même pas en entendre parler. Bon, évidemment, nous, on voyait à plus court terme, et on avait beaucoup de mal à comprendre son enseignement. Il était assez touffu, très difficile à suivre. Mais quand même, des décennies après, tous les éléments forts, c'est comme ce qui revient. Donc, il nous a un peu formaté sur l'absence de méthode, de méthodisme, je veux dire, l'absence de croyance en des recettes, et sur le fait de travailler. Et travailler notamment sur les fondamentaux. Et puis, avec un éclairage, François Dolto, sa femme, était certainement pour quelque chose, mais avec un regard sur la profondeur du patient. C'était quelque chose de très valorisant pour nous en tant qu'étudiants. On avait, à l'époque, même il y avait des travaux pratiques cliniques qu'on commençait tout de suite, dès le début avec de faux patients, des gens qui venaient pas là pour se faire soigner, mais qui venaient pour se faire masser, manipuler. Et c'était très impressionnant, parce que quand vous avez quelqu'un qui est là d'un seul coup, qui attend tout de vous, alors que vous ne savez rien faire, sinon de retrousser ses manches et puis de dire, je vais faire ce que je peux, essayer de lui faire du bien, comme vous caresseriez un chat ou un chien. Mais on essayait de le faire bien. Et c'était impressionnant, il y avait comme des gens qui se déshabillaient quasiment complètement. C'était un abord de l'autre que je n'avais jamais connu dans ma vie, quoi, avant d'aborder un malade. Et donc ça, c'était une expérience choc,
Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et dès que j'ai fini mes études, je me suis installé en libéral avec beaucoup d'inconscience. Maintenant, les jeunes, il faut qu'ils fassent des formations à n'en plus finir. Et moi, je me suis installé tout de suite en me disant, je suis bon, voilà, je suis bon. Et puis, je travaillais aussi à l'hôpital à mi-temps. Évidemment, j'ai assez vite compris mes insuffisances, donc j'ai fait quand même après coup des petits compléments de formation, mais de façon beaucoup plus modeste que maintenant. Et puis on courait pas après les bouts de papier, les certificats, les DU, les masters, enfin tout ce qu'on veut. C'était comme très 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 praticien. Je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué dans la vie parce que j'ai travaillé beaucoup en libéral, donc j'ai côtoyé des gens que je revoyais des fois des années plus tard parce que ils venaient me présenter quelqu'un d'autre de leur famille pour autre chose, et j'avais donc un écho de ce qu'on avait fait. Et les gens étaient assez surpris, je n'en tire aucune gloire parce que je n'ai rien fait d'extraordinaire, mais souvent ils me demandaient, mais ce que vous faites, qu'est-ce que c'est? On n'a jamais travaillé comme ça. C'est la kinésithérapie, simplement. Mais c'est vrai que je prenais mon temps, dans un cadre qui était, je ne vais pas l'évoquer, ce serait trop long, mais qui était un cadre esthétiquement valorisant pour le patient. C'était pas une petite piole toute blanche avec 2 fois rien d'appareil et tout. Il y avait un confort qui les portait à une certaine humilité vis-à-vis de moi, et réciproquement, si vous voulez. On se rencontrait davantage en tant qu'être humain. Et là, les maux, les difficultés, les souffrances pouvaient s'exprimer dans un cadre qui n'était pas dérangé par le téléphone, les procédures, les trucs comme ça. Voilà. Pour un étudiant d'aujourd'hui, cette expérience libérale, vous l'analysez comment? Ça a été quand même une autonomie, une force? Oui, une autonomie avec tout ce que ça a comme inconvénient, parce que si j'ai eu un associé, mais je veux dire, je travaillais vraiment en solo, quoi. Enfin, je veux dire, l'investissement en cabinet libéral est quelque chose de vraiment de profondément ancré dans ma vie. On le fait si on a la vocation. Sinon, on peut pas. Alors, je peux faire des tas de choses comme ça par amusement, pour passer le temps, pour gagner de l'argent, mais là, c'est un autre domaine, c'est un autre niveau. Est-ce que l'expérience libérale est due à l'influence de Boris Dolto, qui peut-être pouvait plus difficilement être accepté dans un système hospitalier et qui était peut-être plus facile à faire en libéral? Probablement. Dolto était un type inclassable. Et c'est vrai que je concevais même pas qu'on puisse travailler ailleurs qu'en libéral. Si, bien sûr, l'hôpital, d'ailleurs, c'est pour ça que j'y étais quand même, parce que ça permettait de voir des cas frais, si vous voulez, des patients qui venaient d'être opérés. Et à l'époque, les hospitalisations, c'était pas 2-3 jours, c'était 3 semaines, 1 mois. J'ai beaucoup appris dans les services d'orthopédie, de traumatologie, de neurologie. Ça, c'est indéniable, c'est évident. Mais j'ai trouvé vraiment mon épanouissement dans le travail libéral pour des raisons qui sont propres à mon caractère. C'est évident. J'étais un peu mon maître. À l'époque, je m'occupais pas du tout du côté financier. Maintenant, du côté financier, je suis pas bon là-dedans. Mais à l'époque, le fisc nous proposait une somme forfaitaire. On disait oui, amen, et puis c'était fini, quoi. Je tenais aucune comptabilité, quoi. Quand j'y pense maintenant, c'est effarant, quoi. Je tenais des dossiers. J'avais des milliers de dossiers. Alors là, les patients, c'est oui. Mais alors, le côté administratif, rien du tout. Ce qui n'est pas pensable à notre époque. Et alors, comment vous est venu l'aspect pédagogique? Comment dire, les poules font pas les canards. J'avais un héritage inconscient de comprendre et de faire comprendre les choses. Quand j'étais enfant, j'étais passionné par tout ce qui marchait bien. Le fait que ça marche bien, j'étais passionné en extase devant les grosses locomotives à vapeur, et j'adorais tout ce qui était mécanique, et alors l'humain également, donc ça faisait un bon ménage. Et donc la pédagogie, ça va avec ce qu'on n'a plus maintenant avec l'informatique. Quand vous avez de la mécanique, il y a une roue, il y a une courroie, l'autre roue tourne dans le même sens, ou si vous l'inversez, il y a des liens qui s'établissent plus facilement. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a des patients qui me disaient en plaisantant, vous devriez être prof, parce que qu'est-ce qu'on comprend bien ce que vous nous expliquez. On me le disait pas pour me flatter, mais parce que ça correspondait à quelque chose. Et en fait, bon, la vie ayant évolué pour des raisons autres, j'ai été sollicité par Dolto et son successeur, Jacques Samuel, pour faire de l'enseignement. Bon, quand j'étais en province, j'avais aucune envie de revenir à Paris pour ça. J'ai toujours dit non, jusqu'au jour où je suis effectivement revenu à Paris, et là, cette fois-là, j'ai accepté. On m'a dit, de toute façon, si tu fais de l'enseignement, c'est Bois-Laris. Bois-Laris, c'était l'école de cadre un peu phare, parmi les quelques-unes qu'il y avait à l'époque. Et là, j'ai connu un autre grand monsieur qui était Éric Viel, qui était un homme pas très sympathique, il faut dire ce qui est, mais alors d'un esprit de synthèse, d'exigence vis-à-vis de lui-même et d'honnêteté qui était vraiment remarquable. On n'a pas bien accroché au début, mais ça n'a pas duré longtemps. Il était vraiment
génial. Et j'ai appris, ça a été une révélation. Et donc, quand j'ai fini cette formation de cadre, donc j'ai été enseignant, en l'occurrence à l'EFOM, puisque c'était là où j'avais été sollicité. Et comme toujours, les jeunes, on les met, comme on dit, à faire des TP de première année. C'était toujours la voie commune. Et puis, le chirurgien qui donnait les cours d'anatomie a fait un infarctus et on m'a même pas laissé le choix. Le patron de l'époque, qui était Jacques Samuel, m'a dit, lundi, Dufour, c'est vous qui faites l'anatomie. Alors, j'avais tout prévu sauf ça. Je me suis rendu compte de la montagne de mes incompétences et insuffisances en anatomie, donc j'ai passé des nuits blanches à essayer de bachoter sur le peu que j'avais en tête, en reprenant le Rouvière, le Brison et Castan. Enfin, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, on disait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément utiles, qu'on ne disait pas des choses qui auraient été utiles, et que de toute façon, on les formulait d'une façon qui était basée sur le par cœur, uniquement. C'est grosso modo, tu comprendras plus tard. L'anatomie, c'est du par cœur, ce qui est une grosse, énorme bêtise. J'ai fonctionné comme ça et ça m'a obligé du coup à pousser un peu plus loin ma réflexion sur le plan pédagogique, pour des raisons d'intérêt personnel. Je voulais pas passer pour un imbécile, j'avais envie de faire des cours qui tiennent la route. J'ai commencé à créer un peu mon cours en systématisant les choses, en essayant d'établir des liens, en essayant de bien voir ce qui était spécifique à la kinésithérapie. C'est d'ailleurs la grosse bêtise qu'on est en train de faire actuellement en voulant un tronc commun d'anatomie aux professions de santé. Je suis désolé, une infirmière, un kinésithérapeute, un chirurgien, un rhumatologue et un psychologue n'ont pas du tout les mêmes besoins d'anatomie. C'est pas du tout la même chose. Et si on part sur des mauvaises bases, évidemment, il ne faut pas s'étonner si le résultat est problématique. Là, j'ai juste une question, parce que quand je vous écoute, je me dis que votre appétence pour l'anatomie est due au hasard. Des hasards, comme disait quelqu'un, je ne sais plus qui, les circonstances ne sont rien, c'est ce qu'on en fait qui est quelque chose. Oui, c'est ça. Il se trouve que ça a résonné chez moi parce que, alors c'est pas le dessin, mais enfin comme le côté, on va dire, scriptural du dessin, le côté mécanique, le côté créatif, ça, comme par hasard, je me suis dit, mais c'est exactement la matière qu'il me faut. En plus, je dirais à ma grande honte que c'est génial parce que moi qui suis flemmard, l'anatomie, ça change pas tous les jours. L'orthopédie, la traumatologie, la neurologie. Donc, j'ai pu jouer mon petit bonhomme de chemin tranquillement en essayant d'asseoir mes connaissances sur une pédagogie de mieux en mieux structurée, que je n'ai découvert d'ailleurs qu'au fur et à mesure des années. Parce que je me suis rendu compte des insuffisances des étudiants, qui étaient parfois des insuffisances de fond, ça va de soi, mais surtout des insuffisances de forme. Et quand on n'a pas la forme, du coup, le fond, on ne sait pas où le mettre, alors on le met, on le met pas, on fait des conneries. C'est épouvantable, c'est même plus gérable. Les fondements, si vous voulez, c'est vraiment cette pédagogie propre à la kinésithérapie. J'insiste bien, parce qu'encore une fois, une infirmière, on est dans la spécialisation maintenant de plus en plus. Maintenant, on lutte pour avoir des compétences. Alors, comme si chez Renault, il y avait le compétent pour placer les phares droits, le compétent pour placer les phares gauches, le compétent pour remonter les roues. On est dans des compétences comme ça, complètement éclatées, et après, on dit, on fait un travail d'équipe, de synthèse. Je ne sais pas si... il faudrait y réfléchir. Mais en l'occurrence, cette pédagogie, donc orientée en kinésithérapie, elle devait être faite. Alors bon, ça a été moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il se trouve que là, ça a été moi. Je m'y suis plus, je m'y suis éclaté. On me dit maintenant, mais pourquoi tu ne prends pas ta retraite ? Je dis si, j'ai pris la retraite il y a maintenant 10 ans, mais pourquoi tu continues ? Parce que ça me plaît, c'est tout, c'est évident. Si ça m'embêtait, je ne le ferais pas. C'est d'avoir toujours cette passion, j'ai jamais cessé. Donc la pédagogie, c'est vraiment une passion qui est arrivée. Je crois que ça formate les choses. Là, on se rend compte qu'on met le pied dedans ou on le met pas. On ne peut pas faire de la pédagogie bêtement, à mon avis. Ce qu'il faut, c'est alimenter quelque chose, comme disait là aussi, je ne sais plus qui. L'enseignement, c'est pas de remplir un vase, c'est d'allumer un feu. Et ça, si on le fait pas, on a loupé son boulot. C'est ce qui me révolte quand j'entends critiquer les cours magistraux. Alors, malheureusement, critiquer à juste titre, bien souvent. Pourquoi ? Parce que le cours magistral, si c'est pour avoir un prof qui se déguise en magnétophone et qui récapitule, qui redit ce qu'il a marqué sur un bouquin, on n'a pas besoin du prof. On a Internet, on a le bouquin, on n'a pas besoin du prof. Si c'est pour écouter un savant qui fait une conférence, désolé, un étudiant, au départ, il peut pas piger une conférence où il n'y a pas de plan, où le type parle. Il faut être structuré. Et donc, effectivement, je crois qu'il faut que les exemples soient avant tout parlant, ancré sur le réel plus que sur le côté intellectuel. Bon, je m'entends quand même, attention, bien sûr, vraiment à quelque chose. Il faut donner envie à l'étudiant d'apprendre ce qu'on lui dit. On voit l'extrait d'un film, on se dit, ce film-là, j'ai envie de le voir. Voilà. Il faut que ça réveille quelque chose chez l'étudiant qui souvent a des capacités qu'il ignore lui-même. Il ne croit pas souvent à ce qu'il fait. Il vous demande est-ce que c'est bien ce que j'ai fait. C'est comme si vous faisiez de la cuisine et puis vous demandez est-ce que c'est bon. On en a une petite idée, on a goûté, on s'est rendu compte. Et donc l'étudiant, il a besoin d'avoir confiance en lui. Mais s'il n'y a pas cette base, ce côté forme, il ne peut pas avoir confiance en lui puisque c'est informe. Et ça, c'est dramatique. On voit en fin d'année des étudiants qui ont des copies qui sont, mais
incroyablement, je vais dire, bête. C'est pas que le gars ou la fille n'a pas de connaissances, c'est que c'est informe et il dit n'importe quoi, le contraire de ce qu'il veut dire. Et je vous assure qu'on prend ce serait des parties de rigolade, hein, faire un bêtisier là-dessus, c'est effrayant. Alors, j'ai une question aussi sur la pédagogie. Comment résoudre les problèmes en pédagogie? Parce que c'est souvent l'élément essentiel, la problématique essentielle pour l'étudiant. Et comment? Alors d'abord, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de pédagogie, mais la pédagogie de quoi? On n'apprend pas à nager comme on apprend l'anglais, comme on apprend les mathématiques. Hein. Donc la pédagogie qui est adaptée à une matière n'est pas forcément adaptée à une autre. C'est la grosse erreur qu'on fait quand on dit l'anatomie, c'est l'anatomie. Non, ça dépend de la profession. Je ne me vois pas enseigner l'anatomie à des chirurgiens, mais je ne vois pas un chirurgien enseigner l'anatomie à un kinésithérapeute. Quand je dis ça, ça fait bondir. Globalement, hein, chacun peut avoir des recettes, mais je citerai deux grands bons hommes, hein, Éric Viel, dont j'ai parlé, qui disait qu'un jeune professeur, d'année en année, il enrichit son cours un petit peu plus. Et par contre, un professeur expérimenté, chaque année, au contraire, il le réduit un peu plus pour garder l'essentiel, pour garder vraiment ce qui doit marquer l'étudiant. Après, les détails, on s'en fout, ça viendra en temps voulu. Puis il y a un deuxième grand bonhomme que j'ai pas évoqué, qui est le professeur Gillot, Claude Gillot, qui est mort maintenant aussi. C'est une chose qui est très simple, mais il disait, écoutez, si c'est compliqué, c'est incompréhensible, et si c'est simple, c'est sûrement faux. Donc, il faut essayer de louvoyer entre les deux, parce que on est tenté de trop compliqué ou de trop simplifié. Donc, il y a aussi encore un bonhomme qu'on pourrait citer, le grand peintre Eugène Delacroix, qui disait « La peinture vous apprend qu'il faut beaucoup corriger, mais surtout pas trop corriger. » Et on en est toujours là. On en est toujours là. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faudrait dire quand on parle de pédagogie, une pédagogie qui s'adresse à qui? À quelqu'un, un béotien qui ne connaît rien, qui débarque là, qui est en début de première année, ou un type qui a déjà une expérience, un bagage, et avec qui on essaye d'organiser un peu mieux, de monter les connaissances. Forcément, ça sera différent. On ne peut pas mélanger les publics, si vous voulez, c'est pas possible. C'est comme si vous mettiez un étudiant de terminale en primaire, ou vice-versa. Donc, il faut bien viser son public, bien viser la profession qu'il a embrassée, qu'il cherche à embrasser. Et la pédagogie, c'est le mariage un peu de tout ça. Autrement dit, c'est loin d'être évident. Mais c'est possible, hein. Avec un peu de passion, on y arrive. Et le passage donc de cette passion sur la pédagogie vers la publication, parce que ça, c'est encore un autre pas, un pas très important et qui ne va pas de soi obligatoirement. Mais c'est là où je dis un peu, il n'y a pas de hasard. C'est vrai qu'on vient toujours de quelque part et ça conduit quelque part. C'est curieux, dans ma vie, j'ai jamais cherché du travail. C'est surprenant, quand je n'avais pas demandé à faire de l'enseignement. Et pendant que je fais de l'enseignement, donc il y a quelqu'un de chez Masson qui m'a dit: est-ce que vous voudriez bien faire un livre d'anatomie? Ce à quoi j'ai répondu non, parce que les bouquins d'anatomie, on n'a pas entendu du four. Il y en a plein. Et je ne voyais pas du tout l'intérêt. Et puis, sur l'insistance, et puis en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, c'est vrai qu'on pourrait peut-être tenter le coup sous l'angle pédagogique. Et puis, il se trouve que ça a marché parce que ça répondait à un besoin. Donc, là, une chose en entraînant une autre, il y a eu un tome 1, un tome 2, un tome 3, un tome 4, un tome 0 qui sur les bases, voilà. Et puis ensuite, biomécanique, c'est pas l'anatomie pour l'anatomie, il y a comme du fonctionnel derrière. Il y a de la palpation derrière. Donc, il y a un patient quelque part. On va très vite vers le côté technologique et pratique. Et en plus, c'est amusant. Un exemple, parce qu'il est récent. Il y a des structures, des muscles qui partent comme ça, en éventail. Vous voyez, ça s'étend comme ça. Sur une copie, j'ai vu un muscle qui partait en épouvantail. Je me suis dit, mais qu'est-ce que l'étudiant a compris du mot éventail? Alors, s'il n'a pas compris éventail, on s'en fout, mais qu'il emploie un synonyme, mais pas qu'il dise une bêtise qui n'a aucun rapport. Donc, je crois que la signification des mots, des expressions, ça traduit une façon de concevoir les choses pour soi. Et on ne peut pas convaincre les autres si on n'est pas déjà convaincu soi-même. Et le malade, il n'a pas besoin de cours d'anatomie ou d'autres, mais il a besoin de piger, de saisir tout de suite ce qu'on attend de lui. Et c'est un lien qui est très logique, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé assurer à la fois de l'anatomie, de la technologie et de la biomécanique. C'est un ensemble. Très bien. Donc après, évidemment, vous avez publié beaucoup d'ouvrages. Et comment vous voyez l'évolution de la profession de kinésithérapie? Alors là, j'ai pas de boule de cristal, mon cher ami, mais je serais bien. Franchement, c'est un souci, vous voyez. Je pensais qu'en quittant la scène, à la retraite, j'aurais une profession qui
j'allais dire sans problème, ce qui est un peu une naïveté de ma part, mais il y a toujours eu, bien sûr, des tendances un peu messianiques, ésotériques, on a toujours des méthodes, on parle de kinésithérapie quantique, il y a un monde de scientistes qui est un peu pervers parce qu'il détourne du but final. Le patient, ça redevient un numéro finalement, il est dans le protocole ou il n'est pas dans le protocole. On s'en lave les mains en disant, mais on va faire du biopsychosocial. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Le biopsychosocial, moi, je ne connais pas. Il faut faire preuve de psychologie praticienne dans le toucher. Alors, le Covid a fait accentuer le côté. On ne se touche plus. Ah oui, mais enfin, écoutez, je ne sais pas, moi, il y a un problème. Un psychiatre n'a pas besoin de toucher son malade, c'est un fait. Mais un kinésithérapeute. Et je constate qu'on ne déshabille plus les malades. Alors, on me dit que c'est pour des raisons d'éthique. Mais là aussi, quand même. Ce qu'il faut, c'est être clair et net dans sa tête. Il ne faut pas faire de gags. Il y a surtout à l'époque où il y a, comme on dit, une culture qui est assez panachée dans la vie de tous les jours. Si on est intelligent, on arrive comme à s'en sortir. On adapte, on fait. Mais on ne dit pas, bon, stop, je ne touche plus. Ah non. Donc ça, c'est un avenir que je trouve un peu inquiétant. On fait, et en plus, ça se vend. Il y a des séminaires de kinésithérapie hands-off, sans les mains. Le lien transdisciplinaire, c'est ce que vous pensez à une évolution un peu transdisciplinaire ou pas Non, c'est comme si vous disiez que la gastronomie, ça consiste à mélanger toutes les recettes de cuisine, à brasser le tout et à dire tiens, bouffe, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à employer à ce moment-là. Ça devient, mais pour que ce soit transdisciplinaire, il faut déjà qu'il y ait du disciplinaire. Tout à fait. Et quelle est la discipline du kinésithérapeute? Souvent, il l'ignore. Il se décharge des problèmes vertébraux au profit des ostéopathes, des problèmes de pied au profit des podologues, des problèmes de là-haut au profit des psychologues, etc., des problèmes manuels au profit des ergothérapeutes. Enfin bon, bref, tout le monde va bouffer. Le kiné, il va faire quoi? De la cellulite. Encore que j'ai rien contre les gens qui se spécialisent là-dedans. Le côté pluridisciplinaire est souvent une tarte à la crème qui fait complètement oublier les fondamentaux. Moi, j'ai toujours apprécié, d'ailleurs, dans ma vie professionnelle, et sans le savoir, de travailler avec un chirurgien, avec un psychiatre, avec un podologue, et de travailler avec des échanges vraiment personnels sur des questionnements, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi? Voilà, ça c'est vrai. Mais sinon, c'est un brassage où tout le monde se décharge de son boulot. Et alors, évidemment, il y a ceux qui disent « tu connais rien ». Je ne citerai pas les références parce que c'est très récent, où je vois un article, entre guillemets, où quelqu'un dit « les kinésithérapeutes sont incompétents en matière de lombalgie ». D'ailleurs, on ne soigne pas des lombalgies, il faut le dire, on soigne des lombalgiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a un grand méli-mélo. En plus, c'est hybride, on dit maintenant, voilà, c'est une formation hybride, on fait de la classe inversée, un petit peu comme si vous alliez prendre des cours de ski, puis vous allez dire au moniteur, voilà comment il faut m'apprendre à faire du ski. Il faut rester basé sur des fondamentaux qui s'enrichissent et non pas qui s'appauvrissent. Il se trouve que j'ai une petite affection, un doigt arceau. Bon, cliniquement, c'était clair. C'était un problème de poulie A1 et A2 pour les spécialistes. Mais le médecin m'a dit non, on va faire une échographie. Et le résultat de l'échographie, c'est il y a un problème A1 et A2. Point. Autrement dit, l'examen clinique suffisait largement. Alors, je n'ai rien contre l'examen complémentaire et contre l'échographie, mais vous voyez, c'est un petit peu ça. On noie un peu les choses et les étudiants qui sont donc mal dans leur peau de thérapeute, et bien évidemment, ils fuient vers ces nouvelles technologies qui leur font dire ça ira mieux, un petit peu comme si un mauvais conducteur, on lui dit achète une Ferrari, tu conduiras beaucoup mieux. Non, je suis désolé. Donc ça, c'est un peu ma crainte vis-à-vis de l'évolution. Par contre, le bon côté, c'est que je pense, puis je le vois comme il y a comme des collègues fort sérieux et compétents qui restent sur qui cherchent à approfondir leurs connaissances et surtout la traduction de leurs connaissances en pratique, qui essayent d'améliorer leur palpation, qui essayent d'améliorer leur technologie, mais vraiment sur la gestuelle, vous voyez. Donc on a des moyens maintenant plus grands, on peut faire beaucoup mieux, je pense, mais il y a toujours des sirènes qui vous font briller que l'avenir sera très facile si vous passez un master de ceci ou si vous faites. Et je pense pas que ce soit la solution. C'est un peu du réductionnisme. Très bien. Alors, un conseil pour un étudiant ou un jeune professionnel en kiné. Qu'est-ce que vous pourrez lui conseiller là en 2021? Les conseils ne valent pour ceux qui les donnent. Ce que je dis tout à l'heure, je pense. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, il faut faire autre chose. Un cuisinier qui n'aime pas la cuisine, il faut qu'il aille faire autre chose. C'est pas pensable. Ça ne pourra pas marcher, quoi.
on ne peut pas s'emmerder en travaillant. Il faut vraiment avoir l'amour du métier, quoi. Il faut avoir la déformation professionnelle, quoi. Le truc qui fait que voilà, on est fait pour faire ça. Ce qu'on appelle la vocation. Allez vendre ce mot-là maintenant, vocation. Qui a la vocation quand les gens s'inscrivent en PACES ou en STAPS? Ils sont là parce qu'on les a aiguillés. Donc je crois que la première des choses, c'est si vous avez la vocation, allez-y. Alors là, par contre, allez-y, hein. Lâchez-vous. Et qu'il y ait un mauvais résultat à un examen, on s'en fout. S'il y a un 0 à un examen, c'est pas grave, il faut juste analyser les causes pour corriger. Voilà, on s'en sortira toujours avec la passion derrière. Alors après, évidemment, il faut s'en donner les moyens, hein, parce que là aussi, peut-être que le travail n'est plus une valeur aussi sûre que ce que c'était à une époque. Et donc, l'étudiant s'attend parce qu'il a Internet, parce qu'il a les bons bouquins, donc je vais être savant. Ben oui, mais bon, si j'ai tout dans mon ordinateur et rien dans ma tête, ça va pas améliorer les choses. Donc, je crois qu'il faut se donner les moyens d'avoir une méthodologie. Et pour ça, faut bosser. Il n'y a pas de secret, hein. Même si on est passionné, on bosse, hein. C'est ça le conseil, c'est donnez-vous les moyens, c'est tout. Très bien. Et alors, pour conclure ce portrait d'auteur, évidemment, la dernière question, c'est si c'était à refaire. Oui. Ben, si c'était à refaire, je referais pareil. J'espère que je le ferai mieux quand même, parce que quand je vois les chances que j'ai gâchées quand j'étais au lycée, vous voyez, je suis pas foutu de parler anglais, de demander de commander mon repas dans un restaurant à Londres. C'est catastrophique d'avoir été aussi nul que ça par flemme. Mais je pense que je suis passionné par ce que je fais et je suis content d'avoir fait d'abord beaucoup de pratiques en libéral et l'enseignement après. Et non pas avant. On peut pas être enseignant 18 mois après sa formation. Je veux dire, faut qu'il y ait une maturation derrière. Ma réponse, c'est que je referai pareil, quoi. Très bien. En mieux, j'espère. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dufour. C'est moi qui vous remercie. C'était très intéressant. J'espère que votre cheminement professionnel profitera à tous ceux qui nous entendent. Et chacun fait son chemin. Hein. Chacun fait son chemin, mais c'est important d'avoir des exemples. Vous avez rencontré des gens qui ont passé, vous avez été vous-même un passeur. Et vous êtes vous-même un passeur. Oui, c'est une très bonne conclusion. Un kinésithérapeute, c'est quelqu'un qui passe la main, au sens propre comme au sens figuré. Il faudrait y réfléchir. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dufour. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. À vous aussi, merci.